Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 7 février 2019. Alors aujourd'hui, je vous parle de En randonnée avec Simone de Beauvoir, de Yann Hamel, publié chez Boréal, dans la très belle collection Liberté Grande. Vous savez, parfois un lecteur qui prend la parole, comme je le fais, peut être subjugué et même dépassé par l'enthousiasme, par la joie qu'il a éprouvée à lire un livre. J'ai commencé ce livre-là, tout de suite j'étais heureux, dès les premières pages, et d'emblée, j'ai su que je le relirais. En fait, je devrais tout de suite faire une deuxième vidéo qui explique pourquoi je l'ai relu. Bon. Mais l'enthousiasme de ce livre est tel que je ne résiste pas à vous livrer tout de suite mes premières impressions. Quand on parle de Simone de Beauvoir, les lecteurs de Simone de Beauvoir, non pas ceux qui galvaudent les lieux communs qu'on colporte sur elle, ceux qui l'ont lu, je dirais vraiment, mais peu l'ont lu vraiment comme Yann Hamel, et personnellement, je m'incline devant sa science amoureuse. Parce que Yann Hamel la lit depuis quelques décennies, je pense, depuis au moins 20 ans qu'il la lit. Sinon davantage, 25 ans. Dans mon cas, je la lis depuis un petit peu plus, depuis plus longtemps que lui, mais je n'ai aucun mérite, je suis simplement plus vieux que lui. Et quand on parle de Simone de Beauvoir, pour ceux qui l'aiment vraiment, on ne peut pas faire autrement que, d'une certaine manière, ramener ça à soi. Et c'est une des particularités du génie de Simone de Beauvoir, qui très tôt voulait écrire, mais voulait avoir une vie digne d'être écrite. Voilà. Ça, je dirais, c'est un peu l'axiome de base de sa propre existence. La liberté, et la liberté de pouvoir l'exprimer, cette liberté. Alors, le livre en lui-même, outre l'enthousiasme qu'il provoque chez moi, il y a le fond et il y a la forme. Je vais rapidement aller sur la forme, et elle n'est pas anecdotique, cette forme-là. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce livre-là. Le livre lui-même, d'emblée, nous annonce, Yann Hamel, que les citations de Simone de Beauvoir seront mises en italique. Alors, ce qui suppose un confort de lecture. Il n'y a pas de notes de bas de page. Ce n'est pas un ouvrage savant, c'est un essai. Mais c'est un essai amoureux. Alors, tout naturellement, les citations de Simone de Beauvoir s'intercalent, se glissent dans le mouvement du texte qu'on pourrait comparer, comme le titre l'indique, à une randonnée. Mais le travail de Simone de Beauvoir n'est pas son travail de longue haleine, entrepris très tôt et qui a duré très 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 longtemps. Hein. C'est une forcenée de l'écriture, Simone de Beauvoir, c'est une forcenée de la marche. Bon, Yann Hamel nous fait le lien entre l'écriture et la marche. Bon, d'autres penseurs l'ont fait, ce lien-là. Inutile de les citer, inutile même de les envisager, car c'est clair que ce lien-là, il est quasi organique. Et donc, en tant que grand amoureux de Simone de Beauvoir, il a l'intelligence, j'allais dire le génie, mais le génie, ce n'est pas qu'une capacité surnaturelle ou une capacité hors du commun, c'est la sensibilité qui nous permet de cerner certaines réalités qui échappent au commun. Alors, le récit en lui-même, Yann Hamel se met en scène en partant de Marseille. Et là aussi, je suis obligé un petit peu de parler de moi. Je vais parler de moi à 2 reprises. Je suis allé à Marseille au début de la quarantaine. Et quand on débarque la gare Saint-Charles, et on voit la canne-bière qui s'ouvre,
moi, j'ai été pris d'un enthousiasme incroyable. Je ne suis pas allé me promener dans les calanques comme le fait Yann Hamel, mais je me suis promené tout autour, et j'ai été pris d'un enthousiasme incroyable pour cette ville. Et je me suis rappelé, à l'instar de Yann Hamel, que Simone de Beauvoir aussi avait été presque en état d'extase devant cette ville-là. Nous y sommes retournés l'année dernière, Fabienne et moi, et ce qui m'avait frappé, c'est l'américanisation de la ville. J'avais peine à reconnaître cette ville en 20 ans, et je sais qu'il y a 20 ans, au début en 2001, avant les attentats du 11 septembre, le TGV venait d'arriver. Alors certains quartiers, comme le Panier, pittoresques de Marseille, ont été envahis par des Parisiens qui en ont fait leur propriété secondaire, ce qui a modifié, à mon sens, passablement l'équilibre organique de cette ville qui s'ouvre sur la Méditerranée et qui s'ouvre sur l'Orient, comme vous le savez. Alors, je m'attendais à quoi en lisant ce livre-là? Bon, j'avais ouï dire, mes sources sont quand même assez bonnes, que c'était un livre, je m'attendais quasiment à une sorte de guide touristique, n'est-ce pas? Une sorte de cartographie des lieux qu'avait exploré cette opiniâtre. Elle était capable de marcher 40 km, Simone de Beauvoir. Et une sorte de lieu, une cartographie de cette marcheuse opiniâtre. Alors je m'attendais, je dirais presque un guide bleu, hein? Mais le livre est bleu, hein? Mais ça, c'est la collection elle-même qui est bleue. Mais je m'attendais à une sorte de guide bleu, mais c'est un guide bleu existentiel, en fin de compte. Alors, je vous disais, elle est décousue, cette vidéo-là, je l'ai repris plusieurs fois. J'aurais dû prendre des notes, mais je voulais pas, moi non plus, je voulais pas faire une vidéo. En fait, ce que je voudrais vous montrer dans la vidéo, c'est l'enthousiasme que j'ai eu à lire ça. Alors. Et puis l'enthousiasme, pour pouvoir en rendre compte correctement, évidemment, il faut le brider. Et c'est là que l'esprit critique, toujours, vient entrer en ligne de compte. Mais ce livre-là n'est pas un livre critique, c'est un livre amoureux. Et je vais revenir sur le style du livre. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture là-dedans. Il y a des moments où, tout à coup, c'est de la poésie. Et oui, il trouve le moyen, Yann Hamel, de nous montrer qu'il est un poète. Il trouve le moyen aussi, il trouve le moyen de nous expliquer aussi que d'une certaine manière, il est un psychanalyste aussi. Il trouve le moyen de nous expliquer aussi qu'il est un portraitiste. Il est un mémorialiste. Et tout ça glisse, étant donné que le texte, les citations en italique font que c'est une marche. Vous voyez? Il ne s'est pas alourdi par un appareil critique. Alors on part, on marche. On commence par l'enthousiasme qu'a éprouvé Yann Hamel dans ses premières lectures de Simone de Beauvoir, l'enthousiasme qu'il a éprouvé pour la ville de Marseille. Et là, il commence à articuler le truc. Et c'est vraiment bien fait. La seule question que je me suis posée, moi qui est un lecteur de longue date de Simone de Beauvoir, la seule et unique question que je me suis posée, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout Simone de Beauvoir, ou encore nombreux, ceux et celles qui se contentent de galvauder les lieux communs sur sa vie, parce que là maintenant on est rendu à un stade de toute façon où c'est même plus les... Pendant longtemps, il y a eu une période où c'était les commentaires sur les textes qui prenaient toute la place. Ça a duré, je dirais, peut-être un bon 20-25 ans, où on ne lisait plus les livres en tant que tels, on lisait les commentateurs. Comme si on se positionnait, on choisissait le positionnement avant d'aborder l'œuvre. Maintenant, ça c'est terminé. Je pense que maintenant, les commentateurs, on les trouve ennuyeux. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la vie privée. Et la vie privée, dans ce qu'elle a de plus
de plus glauque. Hein? C'est comme on veut... bon, évidemment, il y a le cas de grands artistes qui ont commis des choses, bon, assez graves, mais il y a les autres aussi. Et en fait, les autres qui ne sont pas de grands artistes, on ne sent pas le besoin, évidemment, d'aller fouiller dans leurs poubelles ou dans leurs tiroirs. Mais les grands artistes, alors tout à coup, une part importante, je n'allais pas dire de la recherche, mais de la réflexion, est orientée vers la vie privée. Alors, la vie privée, oui, est-ce qu'il a été un bon époux? Est-ce qu'elle a été une bonne mère? Est-ce qu'il a été un bon amant? Est-ce qu'il a bien traité ses enfants? Patati patata. Et c'est ça maintenant qui prend la place, on le voit maintenant, la vie privée. Comme nous sommes privés de vie, alors la vie privée prend toute la place. Je pense que je vais être obligé peut-être de faire une deuxième vidéo. Alors, si on s'arrête simplement sur le plan stylistique, ce livre-là est une prouesse. Il nous fait passer de niveaux comme des paliers, hein, comme une marche aussi avec des haltes routières. On s'arrête, on se désaltère, on admire le paysage. Parce que Simone de Beauvoir, en tant que grande marcheuse, d'experte randonneuse, elle jugeait que les paysages ne s'offrent pas. Les paysages, on les gagne dans un corps à corps. On les arrache, les paysages. Alors pour elle, elle pouvait entreprendre une marche de 40 km rien que pour avoir un point de vue. On est loin là, des touristes modernes qui sont une catastrophe pour l'humanité. C'était pas une touriste, Simone de Beauvoir. D'emblée, c'était pas une touriste. Pour elle, il fallait arracher, aller chercher les paysages. Et son plus mauvais livre, en fait le seul livre qu'elle ait vraiment raté, nous dit Yann Hamel, c'est un livre qu'elle a fait sans la marche, qu'elle a fait en train, encadré par des fonctionnaires du parti. C'est La Longue Marche, son livre qu'elle a fait sur la Chine. Un livre partisan, un livre qui faisait l'apologie, mais un dérivé de propagande et de guide touristique. Paradoxalement, c'est le seul livre qu'elle ait raté, qui s'appelle La Longue Marche, elle qui était une grande randonneuse, ce que ne manque pas de relever avec beaucoup de drôlerie. Parce que ça aussi, l'autre élément de ce livre-là, de Yann Hamel, c'est sa drôlerie. Et il y a quelques pics ici et là assez réussis parce que en matière féministe, Simone de Beauvoir reste la référence absolue. Alors, je reviens un tout petit peu à moi. Parce que c'est difficile de parler de Simone de Beauvoir sans parler de soi. C'est aussi ça, son génie à Simone de Beauvoir. Elle, comme je l'ai dit d'emblée dans la vidéo, qui souhaitait avoir une vie digne d'être écrite. Les deux choses allaient ensemble. Vivre vraiment et rendre compte de cette liberté-là. Alors, vous voyez, moi, la première fois que j'ai lu, donc, Simone de Beauvoir, j'avais 14 ans ou 15 ans. C'était pour une morale de l'ambiguïté. Aujourd'hui, force m'est d'admettre que, sans doute, j'en avais que saisi que des bribes. J'avais subodoré, deviné que toutes les situations humaines sont empreintes d'ambiguïté, qu'on navigue dans le clair-obscur, mais qu'au bout du compte, ce qui est probant dans nos existences, ce sont nos choix et nos actes. Nous sommes nos actes. Alors ça, je pouvais commencer à le deviner. Assez rapidement aussi, j'ai lu Sartre. Son existentialisme est un humanisme, être condamné à être libre. Nous ne sommes pas libres de ce qu'on a fait de nous, mais nous sommes libres de faire ce qu'on veut de ce qu'on a fait de nous. Alors ça, pour moi, à l'adolescence, c'était extraordinaire. Et très tôt dans ma vie, moi, j'ai voulu deux choses.
Alors, je n'ai pas voulu faire une œuvre comme Simone de Beauvoir. J'étais déjà assez lucide quant à mes capacités, je dirais. Mais je voulais avoir deux choses, c'était la liberté et une vie significative. Je pense avoir passablement réussi. Je n'irai pas dire que j'ai été floué, là. Mais je pense avoir passablement réussi ces deux choses-là. Je suis un homme pas mal libre. En fait, très, très libre. Yann Hamel aussi est un homme libre. Ça, il le prouve dans ce livre-là. Et ce qu'elle voulait aussi, une vie significative, c'est quoi aussi? Qu'est-ce que j'entendais par là, une vie significative? Ah ben, c'est une vie qui a du sens. Une vie à laquelle je peux répondre, moi. Voilà, j'ai voulu ci, j'ai voulu ça, j'assume ci, j'assume ça. Une vie que je suis capable d'endosser. Voilà. Une vie que je suis capable d'endosser. Hein? Une vie endossée. Voilà. Alors, sur le plan stylistique, je sais que cette vidéo-là est décousue, mais comme je vous dis, d'abord je vais le relire. Peut-être je vais refaire une deuxième vidéo avec une deuxième relecture, parce que c'est un livre organique, c'est un livre vivant, c'est pas un livre paresseux comme je l'ai lu dernièrement sur un blog dénigrant un ouvrage que je ne nierai pas, parce que bon, c'est un ouvrage dont on parle depuis le début de l'année, on n'arrête pas d'en parler, comme c'était le seul livre qui existait pour de vrai aujourd'hui. C'est le seul livre qui prend la place de tous les livres, alors j'en parle. Je ne le lirai pas. Je n'irai pas pour vérifier non plus. Ça ne m'intéresse pas. Je laisse à d'autres le soin d'aller vérifier mes appréhensions. Mais on qualifiait ce livre-là de paresseux. Le livre de Yann Hamel n'est pas un livre paresseux. C'est un livre ouvragé et la connaissance aussi. La connaissance qu'il a, connaissance quasi intime de Simone de Beauvoir, est assez extraordinaire parce qu'il relève un certain nombre de choses. Simone de Beauvoir avait un style elliptique. Alors, elle disait, elle pouvait énoncer un certain nombre de choses, mais qui laissait la porte entrouverte à de multiples interprétations. Phrase polysémique, on pourrait dire. Mais Yann Hamel, l'ayant vraiment étudié avec amour, hein, parce que c'est un acte d'amour, ce livre-là. C'est pas un livre d'études, c'est un livre d'amour. L'ayant vraiment lu avec amour, il a été capable, dans ce qu'elle dit de manière évasive, là, il est allé capable de vérifier dans sa correspondance de quoi il en retourne. De quoi il en retourne précisément. Et là, il est capable de nous fournir des éléments d'explication. J'ai été assez subjugué par le passage, justement, où Simone de Beauvoir s'expose dans ses randonnées, que parfois elle faisait seule, à des agressions. À des agressions en bonne et due forme. Et comment? Mais des agressions graves, là. Et quand on lit ses mémoires, elle passe ça... on pourrait tout de suite dire, c'est une forme de déni. Elle est dans le déni des agressions qu'elle a subies. Eh bien non, quand on comprend bien la psychologie volontaire de Simone de Beauvoir, et ce refus-là, et c'est là la base de une des bases de son féminisme, le refus d'être une victime. Pour Simone de Beauvoir, les victimes n'ont pas d'avenir. Ça, il faut le dire ça carrément. Et Simone de Beauvoir, elle avait une volonté absolument extraordinaire, d'abord de briser la cage dans laquelle les femmes sont emprisonnées depuis l'enfance. Le premier tome de ses mémoires, Mémoires d'une jeune fille rangée, c'est le seul tome que je n'ai pas relu plusieurs fois, contrairement aux autres tomes. Parce que, comme le dit si bien Yann Hamel, c'est étouffant. C'est étouffant, c'est aliénant. Et ça, pour comprendre, pour ressentir ce que pouvait être, et qu'il l'est aussi d'une manière autre, l'aliénation des femmes, peu importe leur milieu presque, parce que Simone de Beauvoir vient
d'un milieu qu'on pourrait qualifier de petit bourgeois, avec des codes, des lourdeurs, et comment elle a souffert dans ce milieu-là, comment le poids de sa condition féminine lui pesait terriblement. Alors moi, je l'ai lu une fois et j'en ai eu assez. Personnellement, j'en ai eu assez. Moi, ce qui m'a intéressé dans le travail de Simone de Beauvoir, c'est comment elle brise ses chaînes, comment elle impose sa volonté. Alors, dans ce passage-là, qui est d'une incroyable finesse intellectuelle, parce qu'il relève les métaphores qui sont des métaphores cache-misère, qui sont des métaphores qui ne disent pas à quel point elle a été abusée, mais qui nous renvoient au texte, aux lettres qu'elle a eues avec Pierre Bost, entre autres. Et là, on comprend que c'était pas anecdotique, les agressions qu'elle a subies. Mais, dans son esprit, c'est une conquérante. Il n'était pas question pour elle que des menaces quelconques viennent se mettre sur son chemin. Alors, c'est étonnant. Il n'en fait pas, évidemment, ce n'est pas... il se garde bien de faire un ouvrage hagiographique, Yann Hamel, car on devine dans ses pages, en bon sartrien qu'il est, je pense, on devine dans ces pages que la question de Dieu, Yann Hamel, c'est clair, n'aime pas les curés, n'aime pas les donneurs de leçons, alors n'aime pas la proposition qu'on peut faire d'angélisme. Alors il nous montre une Simone de Beauvoir qui peut être despotique, autoritaire, orgueilleuse, terriblement volontaire, une femme imparfaite, une femme nietzschéenne, mais doublée d'une volonté de puissance incroyable. De là l'écriture, de là l'incroyable travail intellectuel qu'elle a fait, et doublée aussi d'un amour extraordinaire de la vie. Alors ça aussi, ces deux pôles-là, avoir une vie riche, palpitante, significative, et une vie de l'esprit extraordinaire. Alors elle a réussi ces deux choses-là, Simone de Beauvoir. J'ai raconté ailleurs, sans doute, la première fois où moi j'ai lu, parce que c'est ça qui est difficile dans le quotidien. En fait, c'est pas ça qui est difficile. Simone de Beauvoir nous invite aussi, par l'exemple qu'elle nous donne, nous invite à nous pencher sur notre propre vie. Ça, elle nous ramène à nous, Simone de Beauvoir. Elle nous ramène à nous. Alors ça, et c'est impossible de parler d'elle sans que, d'une certaine manière, sans parler de soi. Alors moi, la première fois que j'ai lu ses mémoires, j'avais 18 ans et je travaillais dans une usine de textile dans le quartier Chabanel et je vivais dans le ghetto McGill, dans une petite chambre. Et le soir, je retournais dans ma petite chambre, fourbu et dégoûté par ce travail-là aliénant en usine, et je lisais les mémoires de Simone de Beauvoir. Et ça me donnait terriblement le goût d'être un homme libre. Moi, c'est ce que j'ai voulu dans ma vie, être un homme libre. Et je dois ce désir-là de liberté, qui était très certainement intrinsèque chez moi, au modèle intellectuel qu'est Simone de Beauvoir. Alors, je vais sans doute faire une deuxième vidéo parce que je vois bien tout ce qu'elle a d'insuffisant, cette vidéo, et la faute en incombe à mon enthousiasme. J'ai terminé le livre il y a 2 jours, ça fait 2 jours que je suis taraudé comment rendre justice à ce livre-là. Parce que un lecteur comme moi qui prend la parole pour témoigner, parce qu'au fond c'est un témoignage, a une certaine obligation. Et le lecteur n'est pas tout puissant devant l'objet non plus. Le lecteur n'est pas tout puissant devant l'objet, j'entends par là qu'il peut il peut ressentir la nécessité de témoigner adéquatement pour
le bonheur qu'il a éprouvé à lire un livre. Il ne s'agit pas juste de dire « Ah, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça ». Il ne s'agit pas juste d'user de formules lapidaires pour classer l'affaire. Moi, ce que je souhaiterais par cette petite vidéo, qui sera écoutée par quelques-uns, quelques-unes, comme d'habitude, pas de problème là-dessus. Mon désir d'expression est tel, il est irrépressible. Alors, mon désir d'expression, je vous dirais, passe par-dessus tout. Eh bien, c'est d'aller lire ce livre-là. J'ai pas de bémol. La seule interrogation qui me venait à l'esprit, parce que, est-ce que le public peu familier avec les œuvres de Simone de Beauvoir peut y prendre plaisir? Assurément, oui. Mais les initiés, parce que j'appartiens à ce petit groupe-là de privilégiés d'être un initié, eh bien, ils peuvent prendre un énorme plaisir. Parce que j'ai reconnu des citations, et là, c'est là aussi le brio de ce livre-là. Les citations, elles sont contextualisées, elles sont expliquées. J'ai eu le droit à des choses que je m'interrogeais, c'est vrai. L'exemple que je vous donne, où elle s'aventurait dans des contrées quasi sauvages, seule. Une femme seule dans des contrées sauvages, mais on peut croiser toutes sortes de prédateurs, eh bien, je me posais à l'époque la question, comment il y faisait face? Eh bien, Yann Hamel nous offre un début d'explication. Alors, je ne peux pas résister quand même à vous lire un ou deux peut-être petits passages, mais je vais revenir. Je sais qu'elle est insuffisamment, elle est un peu bancale, cette vidéo-là. C'est parce que aussi, j'ai pas su, et je ne sais toujours pas, outre l'espèce de presque de stress de rendre compte, hein. Je suis pas à la petite école. Je voudrais juste vous offrir l'enthousiasme qui a été le mien. Alors voilà. Et peut-être que dans l'amour, hein, l'enthousiasme, c'est ce qui compte le plus. Hein. Biographe, cinéaste, BDiste, caricaturiste, sémiologue, historienne des femmes, blogueuse, transgenre et chroniqueur en tout genre, ont voulu que Simone de Beauvoir ait été la plus grande victime de la domination sartrienne. C'était faire peu de cas d'une femme d'envergure et de ses accomplissements hors du commun. D'autres, surtout parmi les sartriens pur jus, ont prétendu croire aux contes de fées, roublard de naïveté chez les lecteurs de l'idiot de la famille. Et si Simone de Beauvoir avait été elle aussi, et si Simone de Beauvoir avait elle aussi été à ses heures un despote, accords et désaccords, harmonie et dissonance, pour nous en faire une idée, repassons sur ce qui est resté de leur parcours chaotique de randonneurs. Destiné à un sort aussi intéressant que celui du hamster domestique, Simone de Beauvoir eut la force rare de découvrir qu'elle n'avait aucune foi dans les valeurs traditionnelles. Contrairement au cousin Jacques, qui n'y croyait pas davantage, mais qui, lui, ne voyait rien au-delà puisqu'il n'en avait pas besoin, étant un homme, la future auteure de « Pour une morale de l'ambiguïté » était décidée à en découvrir ou en inventer d'autres. Je vais revenir sur Jacques, sans doute je vais conclure là-dessus. C'est la seule mention dans le livre du fameux cousin Jacques, avec qui elle a failli se marier. Cette vie qui serait la sienne, cette existence qu'elle se ferait
devait satisfaire à deux exigences que dans son optimisme, elle ne séparait pas, être heureuse et se donner le monde. Après que la jeune fille eut rejeté le mariage, fait des études, pris un métier qui lui assurait un minimum d'indépendance financière, la randonnée fut l'une des passions qu'elle se choisit. Ce bonheur qui n'allait pas de soi et qui fut chèrement conquis lui donna l'occasion de prendre sa revanche en testant sur elle-même et pour elle-même un pan de l'existence qui aurait dû, selon les règles masculines de la vie en société, lui être fermé. J'aime par-dessus tout le passage de la force de l'âge où l'auteur prend le temps de raconter avec plus de détails qu'elle ne fait d'habitude l'un de ses voyages à pied les plus fameux. Avant de goûter à cette ouverture sur le monde, au large horizon, gardons en tête la puissance des anneaux culturels d'acier qui auraient dû maintenir cette femme au frais dans la pénombre close du cachot bourgeois, mais que sa confiance en ses propres forces sut briser avant de la laisser devenir une extraordinaire beatnik d'avant l'heure et d'outre-Atlantique. Munie d'un guide, de quelques cartes et d'une couverture, Simone de Beauvoir s'était rendue par train à la Chaise-Dieu, d'où elle entreprit un voyage à pied de 3 semaines. J'évitais les routes, coupant au vif des prés et des bois, aspiré par tous les sommets, dévorant des yeux les panoramas, les lacs, les cascades, les secrets des clairières et des vallons. Je portais tous mes biens sur mon dos, j'ignorais où je dormirais le soir, et la première étoile ne brisait pas mon aventure. Ouais, 2 points. Hein? Le fameux cousin Jacques. Parce que la fin du livre ici, il nous dit, hein, la fin du livre qui est d'un humour ravageur sur ce que sont nos existences et sur la nouvelle loi adoptée sur l'âme, l'aide médicale à mourir. C'est définitif ici. Il fait preuve d'une ironie presque terminale. Hein? J'ai pensé à Christian Saint-Germain, d'ailleurs, je vais sur ma plateforme Facebook, je vais relever une citation que sans doute Christian Saint-Germain, mieux connu sur ma page Facebook de l'Oracle, pourra faire sienne. En tout cas, qui pourra ajouter à son arsenal contre cette loi-là qu'il juge ignoble. Et la fin du livre, parce que bon, d'une certaine manière, elle a raté sa mort, Simone de Beauvoir. Hein, elle a raté sa mort dans... En tout cas, ça, j'en dirais pas davantage, mais moi, j'ignorais. Vous voyez, ça, c'est une genre de chose que j'ignorais. Comment ça s'est terminé, tout ça. Là. Comment ça s'est terminé vraiment. Ça aurait pu se terminer autrement. C'est ce que nous suggère Yann Hamel. Et je pense que si cette chose-là de l'aide médicale à mourir, qui peut rentrer très, très, très rapidement dans les mœurs, moi qui ai voulu une vie libre jusqu'au bout, eh bien, je ne permettrai pas à l'État et à ces fonctionnaires millionnaires que sont les médecins de disposer de ma vie. Je vais en disposer moi-même. Même si c'est du bricolage, hein? Mais ça, même le bricolage, hein? Être libre jusqu'au bout. Alors, j'ai perdu mon idée avec tout ça. Ah oui, Jacques, qu'est-ce qu'est devenu Jacques? Ben, eh bien, Jacques est devenu un itinérant, il est devenu un clochard. Et elle le croise, je pense qu'elle le voit à un moment donné, je ne sais plus dans quel tome de ses mémoires, aviné, débraillé. Jacques, qui était un petit bourgeois, qui croyait que, sans doute, il s'est laissé porter par sa classe sociale. Avait aucune volonté, et elle était amoureuse de lui à l'adolescence parce que il portait beau, il avait des manières un peu
des manières onctueuses, dirions-nous. Et ce portrait de Jacques, lu à 18 ans, pour moi, c'était l'exemple du ratage. Il y a un autre ratage terrifiant, celui-là encore davantage terrifiant, c'est la femme de Dulin, hein, qui est dans le dernier tome, qui est dans le dernier tome de ses mémoires, tout compte fait. C'est épouvantable la description qu'en fait Simone de Beauvoir. Et là, ici, c'est un exemple aussi d'une vie, oui, qui a voulu être libre, mais qui l'a été jusqu'à un certain point, mais qui était dénuée de signification pour finir. Parce que de la difficulté, c'est pas juste c'est pas tout d'être libre, hein? C'est pas tout de vouloir être libre. Il s'agit de donner un sens à sa liberté. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et je me faisais la réflexion, je vais conclure, hein, parce que ça approche de 40 minutes, il faut le faire quand même. À un moment donné, Yann Hamel, il dit dans ça, on lui pose souvent la question, mais pourquoi Simone de Beauvoir? Et or, il donne des conférences régulièrement sur des auteurs, sur divers auteurs, et jamais on lui pose la question sur pourquoi tel auteur. Mais dans le cas de Simone de Beauvoir, on le somme de répondre à ça. Eh bien, ça, c'est curieux parce que, en tant que libraire, ça fait 25 ans que je suis libraire, et parfois, on me demande quels sont mes auteurs préférés. Et je réponds toujours l'auteur qui a le plus compté pour moi, ce qui ne veut pas dire qu'il est mon auteur préféré. Vous saisissez la nuance, mais à la fin, quand on fréquente autant un auteur, on ne peut pas dire que ce n'est pas non plus notre auteur préféré. Et je réponds toujours Simone de Beauvoir. C'est l'auteur que je connais le mieux, c'est l'auteur que j'ai le plus lu, et j'y retourne constamment, dans ses mémoires en tout cas, pour voir où j'en suis avec ma propre vie. Voilà. C'est comme une sorte de guide routier de ma propre existence. Hein? Les mémoires de Simone de Beauvoir. Et on est toujours étonné. Et je dois toujours livrer des explications. Je peux comprendre que Yann Hamel, qui est un intellectuel de haute volée, et un poète, ne l'oublions pas, soit obligé, se sente obligé de... Et là, il y répond, en tout cas. Et après ça, je réfléchis aussi, bon, mais des livres de Simone de Beauvoir, j'en ai toujours vendu. Ses mémoires, je les vends plutôt bien. Le deuxième sexe, je le vends toujours bien. Mais quelque chose qui m'avait jamais frappé tant c'est évident, ce ne sont jamais des hommes qui achètent les livres de Simone de Beauvoir. Ce sont toujours des femmes. Alors, ça, il y a de quoi se poser des questions. Et pour ma part, c'était la première fois, en 25 ans de pratique de libraire, que je rencontrais un auteur autant intelligemment épris de Simone de Beauvoir que Yann Hamel. C'est la première fois là-dessus, dans l'amour, il me devance, je marche derrière ce couple-là, je marche derrière lui, quoi. Et c'est la première fois que je voyais ça. De ça aussi, je lui rends grâce, Yann Hamel. Alors, ce que je lui souhaite, c'est que les amoureux de Simone de Beauvoir, les sartriens, eh ben, auront un plaisir fou à lire ce livre-là, parce que c'est magnifiquement écrit. Il y a du brio là-dedans, ce n'est pas un livre paresseux. Comme je vous dis, au niveau du style, il y a des ruptures de ton, il y a des passages extrêmement désopilants. Il épingle quelques-unes de nos... j'allais dire, de nos icônes intellectuelles, dont deux, entre autres, qui n'échappent pas à son humour acéré, dirais-je. Je pense bien que c'est mérité dans les deux cas. Et pour ceux qui ne connaissent pas Simone de Beauvoir, je pense que c'est une magnifique randonnée à laquelle nous a convié Yann Hamel. Je vous remercie d'être avec moi. 40 minutes. Je n'ai pas dit toutes les choses que j'ai voulu vous dire. Voilà. Une vidéo faite sans notes, dira que ça paraît, mais pas sans préparation. Ça fait 2 jours que j'arrête pas d'y penser. Je vais le relire. Peut-être dans 1 an ou 2, je vais vous refaire une deuxième vidéo. Parce que ça, c'est une de mes caractéristiques de lecteur.
ce cas-ci est différent. Étant donné l'affection, étant donné l'importance de Simone de Beauvoir dans ma vie, je ne me sens pas tenu comme lecteur, et comme je ne suis pas vraiment un critique non plus, hein, je suis un critique, j'allais dire dénué de sens critique, parce que moi je lis pour vivre, hein, vous comprenez, je lis pour pas juste me maintenir vivant, je lis pour me donner des raisons de continuer d'être un homme libre, voilà. Et je me sens absolument pas tenu par l'actualité littéraire. Alors, c'est pour ça aussi je peux, parfois ça arrive qu'on m'offre des livres. Parfois aussi j'achète, souvent, en fait, la plupart du temps, j'achète les livres là, que je veux, et je peux les lire 10 ans plus tard. Il y a des livres qui sont là dans ma bibliothèque, ça fait 20 ans qu'ils attendent d'être lus. Peut-être que je les lirai jamais, mais ça se peut que je les lise aussi. Et ma liberté comme lecteur, elle est souveraine. Alors je me sens pas tenu de rouler avec les presses rotatives. Vous voyez, je lis selon mon bon vouloir. Mais là, je ne pouvais pas, là, on est convié, mais en tout cas, j'étais convié personnellement à un rendez-vous avec le premier auteur masculin qui me dépasse dans l'amour qu'il a pour Simone de Beauvoir. Et je ne pouvais pas m'empresser de me jeter sur ce livre-là. Et il a comblé mes attentes au-delà de mes espérances. Mon seul regret, c'est que j'ai été dominé par mon enthousiasme. C'est comme dans l'amour, hein, il faut savoir parfois se maîtriser, mais l'enthousiasme est premier. Alors, je vous remercie d'être avec moi 42 minutes. Écoutez, en tout cas, voilà. Faites-moi plaisir. Lisez-le. Merci, bonne journée à tous.